Salut tout le monde, Bruno, on est jeudi le 7, donc la semaine avance assez rapidement. Et puis, on est chanceux ici à Montréal, il fait extrêmement beau présentement. Donc, ceux qui sont ailleurs, qui nous écoutent, j'espère que vous avez autant de beau temps que nous. Donc, les gens qui sont de Pointe-aux-Oeufs jusqu'à Montréal, gros bonjour, puis profitez du soleil, parce que l'été passe à une vitesse de fou. Hier, je vous avais parlé que j'allais vous donner un petit peu le topo de comment les gros joueurs construisent leur position. Il y a beaucoup de traders, des traders maison qu'on appelle des retail traders, qui ne sont pas nécessairement conscients comment les gros joueurs fonctionnent. Donc, il y a plusieurs types de gros joueurs. On va voir ça aujourd'hui ensemble. On ne pourra pas faire le tour de toute la question, mais je vais quand même, je pense, vous apprendre quelque chose d'intéressant. Puis, je vais vous expliquer un peu comment les gros joueurs fonctionnent. Donc, vous allez voir que les positions que les institutionnels prennent, particulièrement dans les hedge funds macro, c'est surtout ça sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Vous allez voir comment eux fonctionnent. Je vais vous donner un exemple qui se réfère vraiment à un type qui existe, un hedge fund qui existe. Donc, au début, on va être général, puis après ça, on va être un petit peu plus spécifique. J'espère que vous regardez beaucoup ce qui se passe présentement parce qu'il n'y a pas une journée avec M. Trump et compagnie où il n'y a pas de turmoil, il n'y a pas de changement. Hier, comme on le disait, l'Inde a été taxée à 100% du fait qu'elle s'est approvisionnée en pétrole russe. Et puis, il y a aussi tous les micro-ajustements qui doivent être faits avec les pays là, occidentaux et les autres, avec lesquels les Américains ont décidé de négocier ou finalement de plaquer dans la bande. Puis, ça donne, il y a des conséquences qui sont quand même assez importantes à ce niveau-là. Puis, vous allez voir, les hedge funds le font et nous, on devrait le faire aussi. On doit prendre ces choses-là en considération pour être capable peut-être d'avoir une pensée qui est plus claire puis pouvoir prendre des positions qui sont plus intelligentes. Donc, ceux qui sont juste pour l'analyse technique, je crois sincèrement qu'à beaucoup d'égards, il y a une limitation du procédé. Vous ne pourrez jamais obtenir des résultats aussi bons que quelqu'un qui fait un travail qui mélange finalement les styles en fondamental et en technique. On ne demande pas aux gens d'être des comptables, on ne demande pas aux gens de pouvoir lire complètement les balance sheets, puis ces choses-là, parce que c'est compliqué. Puis, il faut vraiment avoir de l'expérience pour y arriver. Mais prendre le topo de ce qui se passe dans notre monde au moment où ça se produit, puis faire des interprétations qui vont coller un petit peu à nos stratégies de trading, ça fait sens. Puis ceux qui se donnent la peine de faire ce travail-là, ils vont y trouver leur compte, c'est évident. Donc, je le répète encore une fois, on décolle un site aussi sur Discord. Vous allez pouvoir voir notre lien sous la vidéo. Dans pas longtemps, on va vous donner aussi le topo de ce qu'on va voir jour après jour par écrit. Donc, l'EI, d'une certaine façon, va faire une synthèse, un résumé de ce qui est couvert dans nos analyses. Et à ce moment-là, ça va vous permettre peut-être de vous bâtir un cahier et d'avoir un follow-up sur ce qu'on a vu. Puis, vous allez peut-être adopter une certaine méthodologie pour être plus efficace dans vos trades. Je le répète encore, on est là pour répondre à vos questions. On n'est pas là pour faire du ramage seul. On a envie que vous soyez de la partie. Donc, vous avez notre site, vous pouvez communiquer avec nous. Puis au besoin, on peut même communiquer autrement. Le téléphone existe, donc on peut en profiter. Donc, je commence. Il y a différents types de portefeuilles. Je ne les nommerai pas tous. Vous avez des fonds souverains. Fonds souverain, c'est un fonds qui est géré par l'État lui-même, qui va placer dans l'économie générale. Elle peut acheter aussi des devises étrangères. C'est une façon que l'État utilise pour calibrer son budget. Ces fonds souverains-là, tous les pays en ont. Il y a des hedge funds macro, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça, c'est les fonds qui sont actifs. Évidemment, ça travaille sur un large éventail de marchés. Et puis, l'objectif, c'est de faire fructifier les actifs de gens qui veulent avoir des bons rendements. Donc, le hedge fund, c'est très nerveux comme outil. Pourtant, en général, les hedge funds souvent sous-performent par rapport au S&P 500. Mais ceux qui sont bons sont vraiment très bons. Et le type dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez voir que lui, il est quand même très solide. Il est connu. Évidemment, les gens qui travaillent sur les hedge funds vont regarder beaucoup ce qui se passe au niveau du jeu politique, les événements économiques,
pour eux, c'est capital. Et c'est ce que je vous disais d'entrée de jeu. C'est important de regarder ce qui se passe pour pouvoir avoir une précision de tir qui est supérieure. Il y a aussi du wealth management. Okay? Ça ressemble beaucoup à un hedge fund. Et puis, les objectifs de gain sont moins extrêmes au niveau du wealth management. C'est toujours des gens qui ont quand même beaucoup de capitaux, malheureusement. Même chose pour les hedge funds, qui vont pouvoir investir. Et puis, bien, il y a des groupes qui vont gérer cet argent-là pour pouvoir donner des performances aux individus qui sont très intéressantes. Donc, les investisseurs sur le wealth management, comme les hedge funds, veulent avoir des gains. C'est bien évident. Les gens ne mettent pas leur argent chez un groupe d'individus, chez un fonds, pour éventuellement en perdre, puis pas être performant du tout. Il y a seulement les banques qui nous offrent un service aussi médiocre. Par contre, comme je vous le disais souvent, le wealth management est un petit peu moins performant que les hedge funds, parce que la mission de ces deux types de fonds-là est très, très, très différente. Il y en a un qui c'est plus assurer les actifs, la richesse des individus, alors que l'autre, l'idée de base, c'est de faire fructifier les choses avec un dynamisme qui est accru. Il y a d'autres services. Il y a des fonds communs, hein, mutual funds, les fonds quand les travailleurs, les professeurs, par exemple, ont un fonds commun. En Ontario, il y en a un très, très gros fonds pour les professeurs. Il y en a un au Québec aussi. Il y a les fonds négociés en bourse, ce qu'on appelle les ETF, okay, qui sont un autre type de fonds. Il y a le capital investment, le private equity. Et puis, il y a le placement immobilier, les fonds immobiliers, les REIT, qui sont des fiducies de placement. Donc, c'est tous des véhicules pour faire générer de l'argent. Donc, les gens qui vont choisir d'aller là-dessus, c'est en fonction d'une espèce de vision, leur vision des choses, puis ce qu'on leur promet, puis leur capacité à endosser un certain risque. Donc, aujourd'hui, comme on disait, on va parler essentiellement du hedge fund macro, et puis on va regarder un petit peu comment, à l'intérieur d'un hedge fund, comment les grands boubous, ceux qui s'occupent finalement de planifier les stratégies, d'orchestrer les trades, comment ces gens-là pensent. Parce que c'est évident que ces gens-là qui réussissent à avoir du bon rendement, puis performer, que le marché monte ou descende, que le marché soit positif ou négatif, mais que ces gens-là doivent avoir une certaine recette, une certaine vision des choses qui est supérieure à celle de monsieur tout le monde. Sinon, ils ne seraient pas là, puis les gens ne leur feraient pas confiance. Comme je vous dis, il y a des fonds qui sont moins performants, des hedge funds, mais ceux qui le sont vraiment, puis ces gens-là ont une reconnaissance dans le marché, puis il y a une raison pour laquelle ils sont là. Ce n'est pas des gens, là, à un moment donné, qui sont levés le matin, qui ont pris leur shake aux bananes, puis qui sont devenus traders de haut plan. Ces gens-là ont passé à travers certaines étapes. Ils ont une formation, une compréhension du marché. Puis si on est capable d'aller chercher un petit peu de leur savoir, de comprendre un peu leur façon de fonctionner, leur modus operandi, ça va être profitable pour nous. Donc, évidemment, les gros joueurs, ça regarde tout le temps les enjeux, les crises et les annonces. On parlait de géopolitique cette semaine. Évidemment que c'est au cœur de leurs préoccupations. Ce qui se passe politiquement joue aussi. Le taux d'intérêt, l'inflation, ce sont des données qui sont capitales pour pouvoir penser une stratégie d'investissement qui est intéressante. En passant, les hedge funds, ce n'est pas vraiment de l'investissement, parce que l'investissement, c'est des placements sur du très long terme. Les hedge funds, globalement, vont travailler sur du swing. C'est du petit, court, moyen terme. Moyen terme, là, serait plus adapté à du swing, mais même quelques semaines, des fois, c'est aussi du swing. Donc, les définitions, des fois, peuvent varier d'une personne à l'autre, mais moi, je considère que le swing, à partir du moment où tu es 3 jours et plus, tu es pas mal, c'est du petit swing, puis après ça, du moyen swing, puis du long swing. Donc, on regarde ce qui se passe, évidemment, aussi avec l'or et la devise américaine. Pourquoi? Parce que la devise américaine, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la devise la plus tradée dans le monde. Donc, quand les banques centrales font des échanges, quand il y a des grandes transactions qui sont faites, c'est fait encore beaucoup, beaucoup par la devise américaine, bien que la devise commence à être concurrencée. On va le voir aujourd'hui. On va voir de quelle façon, tranquillement, pas vite, les Américains perdent la main sur leur hégémonie, sur le plan monétaire, fiscal. OK?
Donc, les enjeux géopolitiques, ça compte. Ce qui se passe avec l'or, parce que l'or, c'est une valeur refuge. Donc, très, très, très souvent, quand la devise américaine risque de patater, on va voir que les gros joueurs, même si on nous dit que l'or maintenant n'a plus le même rôle qu'à l'époque, puis que depuis l'accord Bretton Woods sous Nixon, qu'on a dépareillé l'or à la monnaie américaine, il reste quand même que c'est une référence absolue, puis tout le monde tous les gros joueurs, en fait, s'y réfèrent. Encore maintenant. On regarde évidemment ce qui va se passer sur le dollar, parce que l'or et le dollar américain, d'une certaine façon, oh, là, le zoom vient de switcher. Excusez-moi pour le petit contretemps. Donc, entre l'or et la devise, il y a toujours une espèce... C'est comme des vases communicants. Donc, quand la devise va mal, quand l'US dollar va mal, très souvent, les gros joueurs vont compenser leur position sur de l'or pour sécuriser leur trade. Vous allez voir un peu comment ça marche. On regarde aussi le consensus des institutions. Comment on fait ça? Bien, aujourd'hui, vous avez un outil qui est fantastique qui s'appelle ChatGPT. C'est loin d'être parfait, mais ça peut vous aider beaucoup pour faire des recherches, faire des synthèses. Vous pouvez aller sur des sites comme Reuters, vous pouvez aller sur Investing, vous pouvez aller sur TradingView qui donne beaucoup d'infos. Vous pouvez aller chercher sur Internet de l'information concernant les gros joueurs, puis vous allez voir, vous allez pouvoir trouver une espèce, quand il y a consensus, vous allez pouvoir voir globalement quel est le sentiment de ces gros joueurs-là. C'est jamais du 100% tout ça, mais vous allez être capable quand même de vous y retrouver. Si vous voyez que 60% des institutionnels pensent quelque chose, c'est quand même à considérer. Donc, en ce moment, au moment où on se parle, 60% des gros institutionnels qui représentent presque 400 milliards d'investissements, on parle d'à peu près 130 quelques gros institutionnels, pensent à 60% que le dollar va patater un petit peu, rétracter, et ces gens-là, évidemment, sont enclins à se positionner sur l'or. On regarde, donc, le consensus, on l'a dit, parce que l'état d'esprit de ces gros joueurs-là, ça compte. Quand on parlait de l'engagement des institutionnels, hier, et on en parle aussi aujourd'hui, on comprend que ces gens-là vont avoir une influence sur le marché. Ce n'est pas comme nous, si on se positionne avec quelques centaines de dollars, voire quelques milliers de dollars, puis pour les plus riches, quelques millions. On ne peut quand même pas concurrencer des firmes qui ont des actifs de plusieurs milliards de dollars. On n'est pas dans la même catégorie. Donc, regardez, tu sais, quand tu es sur l'océan, si tu conduis un petit dinghy, un petit bateau à moteur, puis que le Titanic s'en vient vers toi, si tu ne le prends pas en considération, tu pourrais finir tes vacances sous l'eau. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Puis comme trader, on va essayer de regarder ce que ces gros joueurs-là vont faire pour s'en influencer. Ça tient la route. Je m'excuse du petit délai. OK. Donc, les banques centrales en Chine, en ce moment, en Turquie, en Inde, dans les pays du Golfe, font de l'achat massivement d'or. Ça suit un peu ce qu'on vient de dire. C'est que l'or, c'est d'une certaine façon une mesure de protection contre les avaries du dollar. Et puis, comme actuellement, il y a des taux d'intérêt qui sont imposés par Trump, qu'il y a de la déstabilisation sur les marchés, ces joueurs-là, qui sont des gros joueurs, l'Inde, c'est quand même pas un petit joueur, et puis la Turquie, c'est gros aussi, les pays du Golfe, ça représente quelque chose, les BRICS, dans leur ensemble, c'est plus de 50% de l'économie mondiale. Donc, ces joueurs-là actuellement se positionnent pour compenser les dangers d'un marché qui est de moins en moins appréhendable, de plus en plus volatile, puis imparfait. Donc, ces gens-là se sont positionnés beaucoup. Et puis, il faut comprendre que ces gros joueurs-là, en ce moment, changent la donne. Les Américains, à une certaine époque, après la Deuxième Guerre mondiale, ont pu imposer le dollar pour l'ensemble des pays. Et c'était cette devise-là avec laquelle le monde entier pratiquement travaillait. Depuis que le BRIC émerge, malgré les imperfections là, dans leur entente interne, ils sont tranquillement pas vite en train de gruger du terrain. Et puis de l'avis des gros joueurs aux États-Unis, dont M. Dalio et compagnie, il y a vraiment un effritement
de la confiance dans la devise. Ce que M. Trump a fait la semaine passée aussi, en limogeant la jeune fille, ben, c'est une femme, c'est pas une jeune fille, du Statistic Labour, ben c'est pas de nature non plus à sécuriser la planète puis à donner le goût aux gens d'investir massivement dans la devise américaine. Sans compter qu'il y a des problèmes structuraux dans l'économie américaine. Il y a un endettement qui est massif et qui est incontrôlé, incontrôlable, et on ne peut pas sauver la mise. Donc, tranquillement, pas vite, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis sont en train d'être ralentis dans leur cadence et que ceux qu'on aime moins sont en train de prendre le relais pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas ici, de ma part, une affection particulière que j'ai pour ces gens-là ou pour ces groupes-là, mais c'est tout simplement un constat que pas mal tout le monde fait. Ceux qui ne le font pas pourraient à un moment donné s'en mordre les doigts. Donc, même les institutionnels actuellement augmentent leur pondération en or. On regarde les institutions en ce moment, c'est quand même 7 des institutions, 7 à 10 des institutions qui achètent de l'or massivement. Ça, c'est très, très, très élevé comme chiffre. Et il faut le prendre aussi en considération. On constate que le dollar reste quand même résilient. OK? Les Américains ont encore une croissance élevée par rapport à l'Europe. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est comme s'il y avait encore... il y a une capacité de courir un petit peu sur son aire d'aller, mais éventuellement, ça pourrait casser, puis ça pourrait casser sec. Souvent, quand à un moment donné, il y a un coup qui se donne, ça se fait pratiquement du jour au lendemain. Il y a un événement qui suit un autre événement, puis ça cascade. Il y a un effet de cause à effet, puis on se retrouve avec le problème. Donc, soyez conscients que ça peut arriver, que les États-Unis sont plus près peut-être d'une crise qu'on le pense, et il y a des chiffres qui commencent à donner raison à ceux comme moi qui ont une vision plutôt négative de l'économie américaine. Le déficit, je vous l'ai dit, il est énorme. Les tensions politiques internes aux États-Unis et externes. Parce qu'aux États-Unis, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes d'injustice, il y a des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes structuraux. Les gens ne peuvent même pas se faire soigner ou vivre décemment. On présente le rêve américain comme si c'était la vraie solution, alors que dans les faits, c'est un mythe pour permettre aux gens de continuer à fonctionner à vide. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu regardes le taux de criminalité, les crimes absolus qui se présentent là, même maintenant, s'il y a une tuerie, qu'il y a 2-3 personnes, on n'en parle même plus tellement c'est devenu banal. Donc, c'est un monde un petit peu qui est malade. Puis, ce qu'on voit à travers Trump et son équipe, bien, c'est un peu, d'une certaine façon, c'est la conséquence de tout ça. On commence à voir vraiment les Américains pour ce qu'ils sont et non comme on nous les présente à Hollywood dans les films. Donc, les déficits sont très, très, très importants et les Américains, tranquillement, pas vite, se décrédibilisent eux-mêmes. Donc, ça, c'est super important. Menace contre l'indépendance de la Fed. On voit que Trump attaque systématiquement Powell, veut le démettre de ses fonctions, veut l'obliger à baisser les taux d'intérêt pour des raisons qui sont à son avantage, mais pas nécessairement à celui du marché, parce que l'inflation n'est pas contrôlée encore aux États-Unis. Donc, on est encore avec un problème majeur à ce niveau-là. Et puis, M. Powell comprend qu'avec l'endettement et tout, la seule moyen de maintenir une certaine stabilité, c'est de garder les taux quand même assez élevés. Mais la pression est là, puis à un moment donné, il va y avoir des effets sur la politique de la Fed, qui est supposée d'être indépendante. Si jamais la Fed est touchée, puis c'est déjà le cas un petit peu, bien, vous allez voir qu'encore une fois, on parlait de la confiance, mais la confiance globale des gros joueurs va s'effriter, aux États-Unis comme à l'étranger. Donc, on pourrait dire que les Américains actuellement ont les pantalons aux genoux et ils essaient de courir comme ça. Ce n'est pas nécessairement très efficace. L'opposition majeure, c'est les États-Unis versus les BRICS. Et les BRICS, comme je disais, ça représente l'Inde, le Brésil, la Russie. Donc, quand on regarde les BRICS au complet, ils représentent plus de 50 des transactions qui sont faites sur le marché et ils gagnent du terrain.
Donc, on ne peut plus maintenant faire comme s'il n'existait pas. Puis même s'ils ont des problèmes entre eux à s'entendre, puis même si M. Trump essaie de frapper fort sur la table en pénalisant certains de ces joueurs-là, bien, les mesures ne sont pas aussi efficaces qu'on le voudrait bien. Et en plus, le BRIC actuellement, bien, il y a un élargissement du BRIC, dans le sens où il y a des joueurs éventuellement qui vont se greffer à ce groupe-là, et il y en a de plus en plus qui abandonnent les Américains. L'Arabie saoudite, bel exemple. C'était un joueur à l'époque qui était soumis complètement au dictat américain. C'est des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas nécessairement travaillé leur économie adéquatement. Puis là, bien, ils se retrouvent finalement avec le BRIC maintenant. C'est un pied de nez qui a été fait aux États-Unis il y a quelques mois. OK. Donc maintenant, on a parlé de tout ça pour pouvoir mieux éventuellement rentrer dans la mécanique des hedge funds, comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, les gros joueurs, on l'a dit, achètent de l'or, OK? Et ils vont pondérer finalement la débarque de la devise avec de l'or. Mais il y a aussi d'autres façons. Ils vont travailler beaucoup aussi sur les matières premières. Ils vont essayer finalement de se stabiliser sur le marché en ayant des stratégies qui sont complexes. Donc, ce n'est pas juste d'acheter une chose, c'est d'acheter une chose, vendre finalement une contrepartie, et puis après ça, même s'accaparer un portefeuille au niveau des commodités. On va voir un peu comment ils procèdent à ce niveau-là. Donc, l'approche des hedge funds macro, OK, vont construire leur portefeuille autour des grands paris directionnels, ce qu'on appelle des top-down, OK? Et ça, évidemment, c'est les grandes devises, là, de quelle façon ça s'articule, qui risque de gagner la partie entre l'or et l'argent. Ils vont essayer de s'aiguiller de cette façon-là au départ. Donc, ils vont regarder le taux d'intérêt, les devises, les matières premières. Ils vont regarder aussi les cycles économiques, c'est super important. Puis, les cycles économiques moyen terme, court terme, puis ceux qu'on peut anticiper aussi pour demain. Donc, ils sont aussi dans la prospective. Ils ne sont pas seulement dans un travail spéculatif, qui est avide. Ils essaient vraiment de se baser sur des choses qui sont réelles, qui percutent le marché aujourd'hui. Ils essaient de faire de la spéculation par rapport à ce qui va se produire demain. Puis, globalement, ils essaient de voir de quelle façon ils pourraient travailler pour être le plus efficace possible dans le brouillard. Parce qu'il y a toujours des impondérables dans le marché, puis des choses qu'on a de la misère à évaluer. Donc, les positions sur l'or à long terme en ce moment, les gros joueurs vont les prendre souvent avec des future contracts ou des ETF, ce qu'on a vu hier. OK? Et ils vont adosser leur position souvent, ils vont adosser cette position-là s'ils achètent de l'or en vendant aussi de la devise US. OK? Sur les taux réels. Ça, ils vont faire ça de façon systématique, pas mal. En ce moment, c'est ça le contexte, c'est ça qui se passe. L'inflation, on le disait tout à l'heure, demeure élevée. Donc, c'est d'autant plus facile pour eux de prendre cette décision-là. Le dollar, quand on short le dollar USD, on peut le shorter contre des devises qui sont riches par rapport aux matières premières. Je m'explique. Si on trade le USD contre le CAD ou l'Australien, on va avoir le dollar qui est pairé contre une devise qui est axée sur les matières premières. Le dollar canadien, sa valeur dans l'absolu est fonction du prix du pétrole. Parce qu'on est un gros producteur de pétrole. À partir du moment où on perd notre edge à ce niveau-là, le dollar canadien s'effondre. Donc, trader le dollar américain contre une devise comme le Canada ou l'Australie va permettre de trader le dollar contre une monnaie qui est directement linkée aux commodités. On va jouer aussi des paires exotiques. Donc, le yuan offshore, on peut le trader contre le dollar. Si on pense que la Chine va stabiliser sa monnaie dans un contexte où l'instabilité prédomine. En ce moment, la Chine achète massivement de l'or, donc elle stabilise sa monnaie de cette certaine façon-là. Donc, un hedge fund pourrait tout à fait aller acheter du yuan offshore pour pouvoir compenser
les risques sur le terrain. Donc là, c'est les idées générales, tout ça. Éventuellement, on va arriver avec un petit peu plus de précision en vous expliquant de quelle façon ça fonctionne. Les gros joueurs aussi vont faire de l'arbitrage avec les positions qu'ils ont sur les devises. Donc, je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les détails de l'arbitrage, mais c'est sûr que si on peut échanger une monnaie pour une autre parce que les taux d'intérêt varient beaucoup, on peut faire de l'argent sans pratiquement prendre de risques à ce niveau-là et les gros joueurs ne se privent pas de faire ce genre de transaction-là. On va parler aujourd'hui dans le détail d'un groupe, un hedge fund macro qui est très connu. C'est le groupe de M. Braven Howard. OK? Et on va parler précisément de ce qu'il a fait dans le premier semestre de 2025. Donc, le fonds a performé à 9,8 % dans ce semestre-là pour les 6 premiers mois de 2025. Il s'est appuyé sur une approche structurée. Évidemment, il n'a pas fait ça en consultant sa boule magique. Il a fait vraiment ses recherches. Et il a mis en exergue l'environnement dans lequel on évolue en ce moment. Il a été capable de mettre en détail les points à risque qui risquaient de le faire déraper s'il ne faisait pas correctement son travail. Il a pris des décisions qui étaient quand même très bonnes pour obtenir un résultat comme ça avec des investissements qui représentent des millions, voire des milliards. Il ne faut quand même pas avoir les deux doigts dans le nez. Donc, il faut être efficace. Donc, M. Howard a pris position longue, OK, sur l'or. Position longue, ça veut dire qu'on a acheté de l'or. On l'a acheté de différentes façons, un peu comme on l'a dit antérieurement, à travers des contrats futures, ça peut être des option contracts, ça peut être des ETF. Donc, il a pris des positions à ce niveau-là. Et puis, pour lui, le métal précieux, c'est une façon de s'assurer que si à un moment donné, il y a du turmoil, si les marchés sont bousculés, il va être capable quand même de s'en sortir à bon compte. Donc, l'or a déjà franchi cette année plusieurs sommets. On a dépassé dans le ISI plus de 3 500 $ USD l'once. Donc, c'est historique. Et il y a une grande demande institutionnelle et bancaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Les pays n'achètent, les banques centrales n'achètent, et les institutions n'achètent de 7 à 10 %. Donc, ça commence à être très, très, très important. En parallèle, le fonds s'est engagé en tant que vendeur, donc on appelle ça des shorts quand on vend, sur l'USD. Donc, il a misé sur l'affaiblissement du dollar, OK, face à des devises alternatives dans un contexte où la Fed est questionnée. Donc, des devises alternatives, c'est des devises qui sont de moindre importance. L'euro pourrait en être une, par exemple, et il y en a d'autres, le Japon, parce que c'est des devises qui sont moins solides. Donc, ils ont travaillé leur positionnement comme ça. L'or, c'est vraiment la locomotive. Puis après ça, dans un deuxième temps, on prend une position de moindre importance sur la devise elle-même, en la pairant, en l'associant avec une devise alternative qu'on comprend bien, qui, dans le contexte, risque de nous donner des avantages certains. Donc, on va parler maintenant de l'ajustement entre actifs. Donc, les fonds exploitent la divergence de trajectoire entre la valeur US, les taux élevés inflationnistes aux États-Unis, puis les zones comme l'euro et l'Asie qui adoptent des politiques plus accommodantes. Donc, très souvent, par rapport aux devises alternatives, il y a des politiques qui diffèrent de celles qu'on voit aux États-Unis. Aux États-Unis, les taux d'intérêt sont maintenus très, très hauts parce que M. Powell et son équipe veut un peu se prémunir contre les dangers réels du marché, de l'endettement absolu aux États-Unis, même si M. Trump veut qu'on baisse tout ça. Et dans d'autres pays, moins importants, bien, il y a des politiques monétaires, enfin, bien prononcées, qui sont plus laxistes ou plus adaptées à leurs besoins. Parce qu'à un moment donné, c'est une stratégie que les pays utilisent les uns envers les autres, bien évidemment. Donc, donner un exemple, s'il y a une position longue sur des obligations indexées sur l'inflation, bien, ça va être contrasté par des positions short sur des treasuries à long terme d'un autre côté. C'est un peu le genre de façon que les marchés peuvent travailler. Donc, on va finaliser là-dessus. Diversification tactique. Donc, l'or
évidemment, est très prisé aux États-Unis, est très prisé par le fonds de M. Howard, mais pas seulement, il y a aussi le cuivre qui est très intéressant pour lui. Dans son cas précis, il a travaillé avec le cuivre cette année, qui est aussi un métal, une commodité. Commodité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose d'utilité générale. Le café, c'est une commodité. Les oranges, la viande, commodité. Le corn, le blé d'Inde, c'est une commodité. Le pétrole, le gaz naturel, ainsi de suite. Donc, M. Howard a travaillé avec le cuivre pour pouvoir se donner une espèce de ballon dans son fonds. Il y a d'autres fonds qui ont été performants. Bridgewater, cette année, a été très performant, mais moins encore que ce que M. Howard a réussi à faire. Bridgewater, c'est quand même un gros joueur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir un petit peu qui ils sont. Et vous pouvez voir aussi comment ils ont procédé. Un peu comme ce que je viens de vous conter, vous allez pouvoir cerner leur procédé, puisque c'est de l'ordre public. Vous pouvez voir comment ces firmes-là, ces fonds-là, font pour gagner leur pitance sur les marchés. Donc, on a fait le tour de la question. Je suis conscient qu'en 15 minutes, 20 minutes, on n'est pas capable de rentrer dans le détail des détails. Je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont s'y perdre un peu avec ce qu'on a vu, des choses qui sont un petit peu compliquées, mais si vous avez le topo, si vous comprenez 70-80% de ce que je viens de dire, ça vous donne quand même une espèce de mise en page adéquate pour pouvoir amorcer votre travail, commencer à penser que vous n'êtes pas seul sur les marchés, puis quand vous prenez des positions, bien, il y en a d'autres plus gros que vous qui l'ont fait antérieurement, puis qui l'ont fait avec une stratégie, puis ces gens-là ne traitent jamais sur un seul marché. Ils sont toujours à protéger leur position. Éventuellement, comme joueur, je vous encourage aussi à procéder comme ça. Évidemment, quand on a 10 000 $ dans son compte, on n'est pas comme Bridgewater, on n'est pas non plus comme Cantor Fitzgerald ou d'autres grandes firmes. On n'a pas la capacité à un moment donné de se prémunir, puis de travailler avec des positions complexes. Des fois, on est obligé de travailler avec un stop-loss très simple. Pour certains d'entre vous, vous allez trader des actions, vous allez compenser un peu avec les options, vous allez avoir des stratégies à ce niveau-là. Ceux qui sont plus compétents vont faire ça, mais on reste quand même limité parce qu'on n'est pas des multimilliardaires, malheureusement. Donc, c'était un peu ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. On va travailler sur le technique. Je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui va vous intéresser grandement sur quelques titres seulement. Et puis, demain, on va faire un recap de la semaine. Et dès lundi, on va commencer à prendre des positions. On va être beaucoup plus vif de façon à vous donner de la matière et que vous voyez qu'on n'est pas juste là à faire une lecture globale des marchés, qu'on va s'engager un petit peu avec vous. Donc, vous allez voir un peu, je vais vous dire, moi, je serais rentré là, je ferais ça, ça serait telle et telle chose serait ma stratégie et je vais me protéger de telle et telle façon. Puis, advenant que je ne réussisse pas, bien, je vais switcher mon travail à un autre niveau pour compenser. Tranquillement, pas vite, on s'en va vers ça. L'idée des vidéos, c'est de vous mettre vraiment dans le bain avec nous, puis que vous commenciez à comprendre comment on travaille pour avoir des résultats adéquats. Puis, vous allez pouvoir voir aussi si on a raison souvent ou pas du tout. Donc, si on est très nul puis qu'on ne gagne jamais quoi que ce soit, bien, vous allez voir en live, vous allez pouvoir nous juger sur nos résultats. Évidemment, on ne gagne pas tout le temps, mais on gagne plus souvent qu'on perd. Donc, je pense que ça, c'est intéressant pour les traders. Donc, on se revoit dans quelques minutes pour l'analyse technique. OK, on est rendu au volet technique. On va voir un petit peu ce qu'on a vu cette semaine. Ce qu'on vous avait dit globalement, c'était que l'or était haussier. On vous en a parlé aussi tout à l'heure. Bien, ça s'est avéré. Si vous regardez ici, on a définitivement eu une progression au niveau de l'or, donc des ISI qui sont de plus en plus élevés. On va essayer d'ajuster le tir correctement. On est en 30 minutes. Ici, on va se mettre, admettons, à 4 heures. Ça va vous donner une idée un petit peu plus générale. Donc, en 4 heures, on voit qu'il y a même une accélération là, dans les derniers 4 heures. Vous voyez qu'il y a une très belle progression. On a brisé ici
une résistance, OK, à ce niveau-ci. On a percé. Et c'est sûr que là, à un moment donné, ça peut continuer à monter. Le marché, hein, il peut faire bien des choses. Il n'y a pas de prédictibilité à 100%. Mais après 1, 2, 3, 4, 5 journées, 5-4 heures en ligne de positif, bien, il se pourrait à un moment donné qu'on rétracte un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir vers le bas. Vous voyez qu'on a travaillé quand même au-dessus de notre point of control. Il y a eu ici, comme on le disait, une triangulation. Il y a eu un travail ici de construction et il y a eu une percée. Et là, bien, on est en montée. Puis je vous ai mis ici, un niveau qui représente 25 50 75 et 100 par rapport à l'objectif qu'on pourrait avoir sur cette trade-là. Donc, moi, je crois que nos chances de venir atteindre ce niveau-là ici dans les prochaines heures sont très élevées. Nos chances après ça d'atteindre ce niveau-ci ou le plus haut, bien ça va être peut-être plus laborieux. Ça va peut-être passer par une espèce de rétraction. Au niveau des cycles, là, vous voyez que à un moment donné, il y a 4-5 chandelles qui sont d'une même couleur, puis ensuite, il y a une rétraction. On n'est pas à l'abri de ça ici. Au niveau de nos volumes, gros volume de transactions. On est au-dessus de notre point of control. Puis on travaille ici dans la zone où les liquidités sont moindres. Et ça, c'est des zones là, qui sont très attractives. Le titre là, risque de percer à ce niveau-là. Donc, je crois que quelqu'un, par exemple, qui aurait pris position, on aurait pu prendre position ici, hein, si on avait eu tous les signaux préalables qui nous permettaient de nous engager. Puis quelqu'un qui s'engagerait maintenant sur le marché, je crois qu'on pourrait facilement penser venir toucher ce niveau-là. Ce qui est plus délicat à ce niveau-là, c'est que si vous prenez votre engagement ici, puis que vous mettez votre stop-loss ici pour aller faire ce target-là, on est quasiment dans un ratio de 1 pour 1. Puis au niveau de la cyclicité, on est à un mauvais moment. Donc, on pourrait très bien monter légèrement, venir briser votre stop-loss puis remonter. Donc, c'est litigieux. Quand on embarque dans un titre, il faut tout le temps penser où est-ce qu'on en est en fonction de la cyclicité des choses. C'est un bel exemple ici. Évidemment, dans le contexte actuel, il y a des forts risques qu'on vienne concurrencer le ISI à ce niveau-là. On est rendu jeudi. Demain, peut-être le marché va donner une dernière poussée. Ça m'étonnerait quand même qu'on atteigne ce niveau-là demain. Mais je ne serais pas étonné que dans le courant de la semaine prochaine, avant vendredi, donc dans les 5 prochaines journées ouvrables, mais sans compter demain, on pourrait aller toucher ce niveau-là. Donc, au niveau de l'or, on a eu raison dans notre lecture des choses à 100 %. Si on regarde maintenant Tesla, par l'avoir. On va essayer de mettre sur Tesla un petit peu les mêmes... Bon, les outils ici sont bons. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs choses. Première des choses, pour ceux qui sont familiers avec les vagues d'Elliott, qui sont un outil imparfait pour pouvoir mieux séquencer ce qu'on va faire ultimement sur les marchés, bien, il y a eu définitivement ici un 5 vagues qui a été accompli. Puis on est actuellement, tout ça ici, c'est une vague corrective. Et la vague corrective, elle peut être complexe avec les vagues d'Elliott, donc ça se poursuit. Et ici, il y a triangulation. Et on travaille dans une zone où il y a quand même beaucoup de liquidité. La plus grosse liquidité, les plus grosses transactions ont eu lieu ici, mais on est tranquillement pas vite en train de construire de la valeur dans ces échanges-là ici, à l'intérieur d'un support et d'une résistance. Et ça triangule. On est dans un correctif de vague d'Elliott. La vague d'Elliott, pour ceux qui connaissent la théorie, il peut y avoir une correction, 2 corrections, 3 corrections. En ce moment, on est dans des corrections complexes. Et ce qu'on voit ici, c'est probablement le cas de figure triangulé qu'on peut répertorier avec les vagues d'Elliott, A, B, C, D, E, qui sont faites d'une vague A, B, C, A, B, C, A, B, C 5 fois. Donc, ce n'est pas important si vous ne connaissez pas cette façon d'appréhender les marchés-là, mais vous pouvez quand même constater qu'on a eu une correction, il y a eu une remontée, on est en train de consolider en ce moment, il y a
une espèce de triangulation qui se fait ici. Et Tesla, soit qu'il va passer à la casserole ou il va remonter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on a une résistance et on a un support, ou plutôt, excusez-moi, oui, bien ça, un support et une résistance, qui vont nous permettre de gager la trade potentielle qu'on pourrait prendre éventuellement. Et étant donné que le titre est bousculé, étant donné que les résultats en Europe ne sont pas extraordinaires et que M. Musk a trouvé le moyen cette année de se tirer dans le pied à plusieurs répétitions, bien, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. C'est en fonction du support et de la résistance que je vais vraiment déterminer ce que je pourrais faire avec tout ça. On est actuellement dans une phase de correction avec Tesla. C'est donc que ça ne va pas si bien que ça. Une correction, c'est normal pour n'importe quel titre. Un titre ne peut pas toujours monter. Un titre va monter, puis à un moment donné, il va corriger, puis il va, à un moment donné, stabiliser, construire de la valeur, puis éventuellement, peut-être reprendre de la valeur de plus belle. Je ne crois pas qu'avec Tesla, c'est ce qu'on va voir. On pourrait remonter pour mieux redescendre. D'après moi, c'est un peu ce scénario-là qu'on va voir, ou carrément une descente directe. Donc, je suis plus pessimiste sur le moyen terme, long terme avec Tesla que positif. Mais mon idée peut changer. Je me fous d'avoir tort ou raison. Je vais m'ajuster en fonction du marché lui-même. On voit que les volumes de transactions sont quand même assez élevés de façon générale. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de transactions. C'est bon pour les traders, particulièrement ceux qui font du day trading ou du petit swing. Si maintenant, on vient avec Apple, OK, un autre titre qu'on a couvert cette semaine. OK. Hop là, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on disait cette semaine, ça passe ou ça casse. Dans une vidéo qu'on a faite, je ne sais pas si c'est cette semaine, où on avait fait une tentative la semaine passée, puis on a parlé de ça, mais d'après moi, c'est lundi qu'on a vu ça, peu importe. On disait que ça passe ou ça casse, bien ça a passé. Et là, on est venu travailler directement à ce niveau-ci, OK? Dans les volume profiles, quand on voit ça, là, le fixe qui est derrière ou celui-là qu'on a devant nous, c'est la même chose. Très, très, très souvent, quand on a construit dans une zone, quand il y a eu de la construction de valeur, ça s'est fait ici, quand il y a la percée, à un moment donné, on vient travailler dans la zone en creux. C'est souvent comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Bien, à un moment donné, si on vous explique un peu comment les volume profiles fonctionnent, ça nous fera plaisir de vous donner le détail. Il y a fort à parier qu'on vienne peut-être topper à ce niveau-là. Donc, la montée qu'on a faite là, il y a un gap en plus ici. On pourrait penser peut-être qu'il y a eu ici ce qu'on appelle un breakaway. Donc, c'est un gap après qu'on ait travaillé sur une zone fixe, ici une résistance. Il y a une espèce de step-up qui se fait avec une espèce d'explosion des volumes. C'est le cas ici. Et je crois, il peut y avoir demain une descente, mais je crois qu'on va aller toucher ce niveau-là. Donc, la semaine prochaine, vous saurez me dire si j'ai bien vu ou pas avec Apple, mais je crois vraiment qu'on va monter. Globalement, si vous regardez ici au niveau de la lecture que TradingView nous fait d'Apple, c'est très, très, très positif. Je veux vous dire qu'avec TradingView maintenant, ça s'est amélioré, hein? Tous les jours, il nous arrive avec des nouveaux outils. Vous pouvez aller faire un travail sur les fondamentaux qui est hallucinant. Vous avez le calendrier économique sur les stocks comme sur le Forex, parce que vous le savez sûrement, si, admettons, vous travaillez seulement sur les stocks, puis que vous ne regardez pas les nouvelles économiques comme le FOM, le Non-Farm Payroll ou le CPI sur le Forex, vous perdez finalement la chance de mieux vous coordonner avec le marché sur le fond. C'est des annonces qui sont des annonces clés. Donc, regardez ça, ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Donc, oui, pour moi, ici, on est plus haussier que baissier. Et d'après moi, on va venir toucher ce niveau-là. Pour ceux qui sont des adeptes des figures chartistes, si vous mesurez l'amplitude ici de la base de votre triangle et que vous le répercutez ici, ça pourrait vous mener même plus loin. Ce niveau-là, ici, représente à peu près 50% du mouvement qu'on pourrait faire. Et comme on a percé dans la bonne direction, je vous dirais qu'on a à peu près plus de 90% de chance
de venir toucher ce niveau-là, puis on a des chances aussi de venir toucher ce niveau-là. Si c'est le cas, il va falloir que vous adaptiez votre trade avec finalement une politique de risque qui convient au genre de trade que vous allez prendre. Si vous embarquez dans une trade dès maintenant, puis attendez-vous quand même à ce qu'il y ait peut-être une rétraction avant que ça remonte. Mais je ne crois pas qu'on vienne fermer le gap avec la rétraction. C'est pas sûr, mais d'après moi, si on descend, on va venir à peu près à ce niveau-là, puis on va remonter ou on va remonter directement. Demain étant vendredi, dernière journée de la semaine, je crois qu'on va voir probablement ce genre d'uplift-là. Rappelez-vous que le vendredi, comme les autres jours de la semaine, c'est le début des marchés, puis c'est la fin des marchés qui est la plus dynamique. Donc, pour ceux qui veulent trader ça en intraday ou ceux qui veulent prendre une position swing là-dessus, bien, do diligence, regardez ce que je vous dis et adaptez-le à vos besoins. Donc, on a fait le tour aujourd'hui des fondamentaux, puis de l'analyse technique qu'on voulait faire. La semaine prochaine, je vais probablement vous donner plus de techniques, un peu moins de fondamentales. On va toujours changer un petit peu notre façon de faire pour garder ça intéressant. Puis, on attend vos commentaires. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.